Il y a une centaine d'années, des pêcheurs d'éponges découvrent par hasard les vestiges d'une épave pleine de trésors antiques près des côtes de l'île grecque d'Anticythère. Parmi les statues et autres œuvres d'art se trouve une masse de bronze fossilisée, pas plus grosse qu'un ordinateur portable. On y distingue plusieurs roues dentées gravées d'inscriptions mystérieuses. Cet objet sera baptisé la machine d'Anticythère. Selon l'hypothèse de Rehm, ce mécanisme permettait de prévoir les levées et couchers des astres sur toute une année. On s'est ensuite intéressé aux travaux de Derek de Sola Price, un physicien d'origine anglaise. Il a commencé ses recherches dans les années 50, d'abord à Cambridge, puis à Yale. Il a été le premier à passer les 3 fragments au rayon X. Grâce à ses radiographies, il a pu dénombrer 27 rouages distincts. C'était donc un dispositif extrêmement complexe. Les Grecs ont constaté qu'il fallait 29 jours et demi pour que la Lune se retrouve à nouveau entre le Soleil et la Terre. En revanche, elle ne met que 27,3 jours pour s'aligner à nouveau avec une même étoile. Autrement dit, pour accomplir une orbite complète autour de la Terre. En découvrant ces trous à 127 dents, Price a révélé une autre fonction du mécanisme, reproduire les révolutions de la Lune autour de la Terre. Nous étions en présence de 2 nombres premiers, 19 et 127, qui avaient chacun une fonction cruciale. Michael Wright a enrichi sa machine d'un dispositif supplémentaire. S'inspirant des idées de Derek Price, il a ajouté à l'avant du boîtier un planétarium complexe et ingénieux. J'en ai déduit qu'il s'agissait d'une reproduction du cosmos. Ce planétarium représente l'univers tel que les Grecs l'imaginaient, c'est-à-dire géocentrique. Le disque au centre figure la Terre, et tout le reste tourne autour. La Lune est facile à repérer, elle est au premier plan, et c'est elle qui se déplace le plus vite. Tandis qu'elle progresse sur son orbite, un croissant de Lune apparaît peu à peu. Au bout d'une semaine, on est au premier quartier. On voit la moitié de la face visible. Une semaine après, c'est la pleine lune. En tournant au milieu de la spirale, l'aiguille indiquait les futures éclipses. Ici par exemple, une éclipse solaire suivie d'une éclipse lunaire le mois suivant. C'est un exploit extraordinaire. Ce sont des représentations médiévales du cosmos, mais telles que les Grecs de l'Antiquité l'imaginaient. Vous avez la Terre au centre, entourée de plusieurs anneaux figurant les sphères célestes, censés contenir les astres, de la Lune jusqu'à Saturne. Le planétarium de la machine d'Anticythère représentait sans doute lui aussi un plan en coupe du cosmos. Et avec ce système, c'était déjà pas mal, mais après, comme il restait des imperfections dans le pointage des planètes dans le ciel, on a rajouté d'autres cercles. Alors avec un système à 2 cercles, 3 cercles, 4 cercles, on arrivait à augmenter la précision. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que il n'y a pas de limite à cette façon de pouvoir coller avec les observations. Et c'est ainsi que ce modèle a tenu la route pendant 15 siècles. Mais là, ce que vous devez bien retenir, qui est extraordinaire, c'est que voilà, un modèle faux qui donnait des résultats justes. Et après, lorsque, avec Copernic, le Soleil a été replacé au centre du système, eh bien, les gens ont imaginé aussitôt que les planètes avaient des trajectoires circulaires, encore une fois. Et là, il n'y a plus de problème de retour en arrière. Mais en faisant des calculs avec des trajectoires circulaires, on arrivait à des résultats faux. Ce qui fait qu'il y avait des gens qui disaient, écoutez, votre système héliocentrique est bien gentil, mais ça marche pas. Ça donne pas de bons résultats, alors que le système de M. Ptolémée, alors ça c'est intéressant, parce que c'est très précis, et en plus c'est infiniment perfectible. Donc on avait un modèle juste qui donnait des résultats faux, et un modèle faux qui donnait des résultats justes.